Présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gindre au TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie. Emmanuel Macron était à la mi-journée dans l'Aisne. Il a rendu hommage au colonel de Gaulle, la bataille de France, avant qu'il ne devienne général. Il a eu ces mots. De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle se tient unie. C'est le début des commémorations de cette année de Gaulle. Est-ce que vous saluez la place que donne Emmanuel Macron au général colonel de Gaulle dans cette commémoration et dans cette année qui s'ouvre? Oui, souvent, Emmanuel Macron aime bien se déguiser. Donc souvent, Se déguiser. il effectue des commémorations de grands personnages historiques pour tenter de faire croire qu'il en partagerait les qualités. Un peu comme vous avec Jeanne d'Arc. Mais je pense qu'en l'occurrence, il l'a fait avec Jeanne d'Arc d'ailleurs, il l'a fait avec Clémenceau, mais il aurait pu d'ailleurs dans le cadre de l'épidémie rappeler cette phrase de Clémenceau en juillet 14, nous ne sommes ni protégés ni gouvernés. Bon, c'est un peu le sentiment que nous avons eu, mais en l'occurrence Emmanuel Macron, sur le plan politique, c'est l'anti-De Gaulle absolu. Enfin, l'anti-De Gaulle absolu. En quoi? En tout. Enfin, je dirais rien que l'actualité nous le démontre, si vous voulez. Général de Gaulle qui a mis beaucoup d'énergie, et avec succès d'ailleurs, pour faire de notre nation une nation souveraine, une nation indépendante et une nation puissante sur le plan diplomatique, sur le plan industriel, sur le plan militaire. Quand vous voyez ce qu'Emmanuel Macron a fait avec Alstom, ruinant en réalité tout ce travail d'indépendance et de souveraineté sur le plan nucléaire. Alors que vous seriez davantage dans la lignée du général de Gaulle, Marine Le Pen. C'est vraiment l'anti-De Gaulle. Vous seriez davantage dans cette lignée-là. Je vais vous répondre. Quand on voit le projet de réforme des retraites, qui est suspendu. Est-ce qu'il est abandonné? Je le souhaite, mais je n'en suis pas convaincu. Mais qui est suspendu. La réforme des retraites, c'était vraiment brader ce qui restait du Conseil national de la résistance. Donc on voit bien que toute l'action d'Emmanuel Macron, mondialiste, pour la suppression des frontières, pour le transfert ininterrompu de souveraineté à des structures supranationales, va exactement à l'inverse de ce qui était la ligne politique qui est celle du général de Gaulle. Vous êtes davantage dans la lignée du général de Gaulle? Oui, j'ai fait un article d'ailleurs dans la revue de politique parlementaire qui va sortir, dans lequel, oui, je pense que nous avons la vision probablement la plus gaullienne. Mais d'ailleurs, je demande aux analystes de regarder de près qu'est-ce qui, dans le programme du Rassemblement national, serait en contradiction avec la vision qui était celle que portait De Gaulle. Mais je sais que dans la classe politique, il y a beaucoup de gaullistes croyants et non pratiquants, y compris à droite. Donc vous les appelez à vous rejoindre, vous, si je comprends bien. Est-ce que vous rediriez, Marine Le Pen, ce que vous avez dit il y a quelques mois, je le disais en introduction de cette émission, que Emmanuel Macron n'est pas de France? Oui, j'avais dit qu'il n'est pas de France. Il est d'une forme d'élite qui s'est, qui a rompu avec les attachements qui sont les attachements de Français, la souveraineté, la liberté du peuple à décider pour lui-même, la volonté de ne pas dépendre d'autres nations, la volonté que la France soit puissante. On voit bien d'ailleurs qu'à chaque prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est plutôt l'Union européenne qui concentre l'ensemble de son énergie. Il a parlé de souveraineté nationale justement pendant cette crise. Il faut quand même le dire avec assez peu de succès quand même, puisque si on en croit l'échec terrifiant de l'étude Discovery, là, qui devait réunir des patients de tous les pays en Europe, il y a eu un luxembourgeois en tout et pour tout. Je crois 600 Français et un luxembourgeois. Bon, à chaque fois, il souhaite renforcer l'Union européenne. Moi, ce que je souhaite, mais chacun sa vision, c'est renforcer la France. Alors justement, c'est ça mon programme. Vous nous avez dit il y a quelques minutes que vous souhaitiez une sorte de plan stratégique pour la santé. Est-ce que le gouvernement ne vous donne pas satisfaction avec l'annonce de ce Ségur de l'hôpital, c'est-à-dire une sorte d'un grand mouvement pour réfléchir aux investissements à faire dans les hôpitaux dans les années à venir, sur les effectifs, sur les rémunérations? On prend le problème à bras-le-corps, là? Oui, mais moi, on ne me paye pas de mots. Peut-être parce que je fais de la politique depuis trop longtemps. Vous n'y croyez pas?
Je n'y crois pas. Je n'ai pas à y croire par principe. J'attends de voir ce que le gouvernement veut faire, puisque depuis qu'il est au pouvoir, depuis 3 ans, il a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il a aggravé sur la gestion tous des hôpitaux. les maux de l'hôpital. La désorganisation générale, qui est aussi la conséquence, il faut bien le dire, des choix effectués par Juppé dans le milieu des années 90, la violence que subissent les soignants, les violences physiques contre lesquelles rien n'a absolument été fait, l'idée qu'il fallait soigner toute la misère du monde, vous savez ce que j'en pense, quand on fait entrer 400 000 immigrés chaque année dans notre pays, j'aimerais qu'on me dise combien d'hôpitaux on a construit pour soigner tous ces gens-là. Donc si on ne construit pas d'hôpitaux pour les soigner, c'est donc bien qu'à un moment donné, il va y avoir une conséquence sur l'offre de soins qui est offerte à nos compatriotes. Et puis, encore une fois, les salaires qui sont livrés aux soignants. On voit notamment la situation des infirmières, auxquelles on s'attache bien sûr, parce qu'elles sont particulièrement, il faut bien le dire, mal payées. On regarde un peu nos voisins. C'est l'objectif. C'est l'objectif d'Olivier Véran, de rejoindre la moyenne européenne de 44 000 euros par an. L'Allemagne, les infirmières sont payées 13% de plus que le salaire moyen allemand. Nous, c'est 5% de moins. Donc moi, si cette crise pousse le gouvernement à regarder tout cela, je m'en réjouis. Mais pour l'instant, j'ai entendu parler de quelques primes distribuées de manière assez injuste d'ailleurs. Il y a des gens qui n'y auront pas droit, d'autres qui y auront droit. Pour vous, ça devrait être pour tous les EHPAD, par exemple. La distribution de médailles en chocolat. Ouais. Mais est-ce que ça devrait être pour tous les EHPAD? Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est pour les zones qui ont été concernées. Est-ce que vous dites que cette prime devrait concerner tout le monde, tous les EHPAD? Ça me paraît absolument évident, connaissant en plus hôpitaux. la situation d'abandon total dans laquelle on a laissé les EHPAD. Des soignants qu'on aurait dû tester en premier. D'abord pour les protéger eux-mêmes et puis pour protéger leurs patients et en l'occurrence les personnes âgées. Là actuellement dans les tests qui sont faits dans les EHPAD, il y a au moins 15% des soignants qui sont testés positifs. Vous vous rendez compte, c'est catastrophique. Vous dites Madame Le Pen, médaille en chocolat, ça ne compte pas la dimension symbolique. La médaille, vous faites allusion à la médaille de l'engagement qui doit être décernée à certains soignants. Il y a un hommage qui est prévu le 14 juillet. Certains seront intégrés à la promotion du premier jury de l'ordre du mérite. Je préférerais, comme je l'ai proposé, qu'on accorde aux soignants, c'est-à-dire aux combattants de la première ligne, 2 trimestres de retraite et 1 trimestre de retraite pour ceux qui étaient en deuxième ligne, c'est-à-dire les éboueurs, les vendeuses des magasins, les routiers, qui nous ont permis tout de même de nous nourrir pendant cet arrêt total de notre pays. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus important, ça a plus de valeur pour eux que... encore une fois, des médailles, même s'il y a la médaille en plus, mon Dieu, alors, tant mieux. La médaille en plus, il y a la question en plus aussi. Le grand jury, la question en plus. Bonjour, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise. Je voudrais vous interroger sur l'accès à l'IVG. Pendant la crise sanitaire, beaucoup de femmes se sont retrouvées coincées à ne pas pouvoir recourir à l'IVG dont elles avaient besoin. Aujourd'hui, elles demandent, avec plus de 100 médecins, 60 parlementaires, de nombreuses associations, au gouvernement qu'il aménage la loi 75 et en particulier par un amendement. Nous proposons d'un allongement de 2 semaines des délais légaux d'IVG et puis aussi des aménagements de l'accès à l'interruption médicale de grossesse. Êtes-vous prête, en tant que députée, à voter ces nouvelles dispositions? Marine Le Pen, un allongement de 12 à 14 semaines. Merci Madame Rossignol, parce que alors, vous êtes l'exemple type de ce que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui se servent de la crise sanitaire pour faire avancer leur agenda politique, leur marotte. Ça fait très longtemps que les socialistes cherchent à obtenir cette mesure. La réalité de l'accès à l'IVG pendant le confinement, c'est que les femmes qui voulaient avorter ont pu le faire. Voilà, ça, c'est la réalité des chiffres. Mais là, le confinement, visiblement, a fait une augmentation, a provoqué une augmentation au planning familial d'appel pour des avortements hors délai. Mais ça, c'est... Non, mais je veux dire encore une fois, toutes les femmes qui ont voulu procéder à un IVG pendant le confinement ont pu le faire, c'est les médecins qui le disent. Donc je crois qu'on organise encore une fois cela pour pouvoir obtenir ce qu'ils réclament depuis longtemps. Donc évidemment, je m'y opposerai. Adrien Gindre. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, il y a du mécontentement dans le pays. On a vu hier certaines tentatives de reprise du mouvement des Gilets jaunes avec des rassemblements organisés ici et là, même si on le rappelle, normalement les rassemblements au-delà de 10 personnes sont toujours interdits. Est-ce que vous voyez venir une nouvelle explosion du pays? Est-ce que vous appelez les Français d'ailleurs à exprimer ce mécontentement, y compris en descendant dans la rue dans les prochaines semaines? Non mais...
est-ce que vous voyez dans quelle situation sont les Français depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron? Faut quand même être honnête, c'est quand même difficile, hein. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu la crise des retraites, il y a cette crise sanitaire où, encore une fois, les résultats de la France par rapport à ses voisins sont des résultats mauvais. Et derrière ces résultats mauvais, il y a probablement près de 30 000 morts. 30 000 morts, c'est-à-dire 30 000 familles qui sont dans la tristesse, dans le malheur. Je dis 30 000 morts parce que je cherche à obtenir depuis des mois, enfin des semaines, en tout cas, le taux de surmortalité à domicile. Et nous n'arrivons pas à obtenir le taux de ça surmortalité. aussi, le gouvernement nous le cache. Est-ce que depuis Monsieur, le début de l'émission, je ne sais pas, posez-lui la question. Moi, je vous dis pourquoi n'a-t-on pas... que le gouvernement nous cache des choses? Nous sommes une grande nation. Pourquoi n'a-t-on pas le taux de surmortalité à domicile, étant entendu qu'il y a énormément, et ce sont les pompes funèbres qui nous le disent, d'attestations qui évoquent des défaillances. Des décès sans papier, en l'occurrence. Des défaillances. C'est ce que vous dit le gouvernement, c'est que ce sont des attestations de décès sur papier et non électroniques, et que du coup ça empêche remonte plus lentement. Et que beaucoup de gens sont morts même... chez eux sans qu'on sache s'ils avaient eu ou non le Covid. C'est quand même extrêmement long, et on ne peut pas tester les... Il n'y avait pas assez de tests apparemment. Ah, il n'y avait pas assez de tests, d'accord. Mais enfin, quand on meurt d'une insuffisance respiratoire en pleine crise du Covid, on peut quand même imaginer que la suspicion de Covid est très forte. Alors sur cette grogne sociale, justement, la contestation. Un sujet parmi tant d'autres qu'on retrouvera dans le bilan, encore une fois, de cette crise, parce que l'intérêt aussi de faire un bilan, c'est d'éviter que ça se reproduise. Car personne ne sait, après tout, si nous ne serons pas confrontés l'année prochaine ou l'année suivante. Mais revenons au mouvement. Est-ce que vous voyez venir un mouvement social? Est-ce que vous le souhaitez? Oui, donc Sachant que vous êtes très critique vis-à-vis du gouvernement, mais il y a quand même eu un système massif de chômage partiel qui a permis aux gens de rester dans leur entreprise malgré les difficultés. Oui. Donc la France s'en sort plutôt mieux. Il y a beaucoup moins d'augmentation de chômage, par exemple, en France qu'aux États-Unis, par exemple. Oui, alors, mais je pense que, sérieusement, venir dire aux Français que la situation économique et la situation sociale ne va pas être difficile, c'est une erreur. Elle va être très difficile, et nous le savons. Et par conséquent, il faut d'ailleurs envisager de proroger un certain nombre de dispositifs qui, justement, vont éviter les faillites et donc éviter le chômage. Par exemple, faut le un certain nombre de structures d'analyse aujourd'hui nous disent qu'on pourrait se retrouver avec 1 million de chômeurs supplémentaires à la fin de l'année, ce qui serait évidemment catastrophique. Donc il faut absolument tout mettre en œuvre, et c'est ça que je viens dire, moi, aux Français. Je viens leur dire, moi, ce que je vous demande, c'est d'appuyer un changement de modèle économique. Profitons encore une fois de cette opportunité que nous offre cette situation dramatique, ce drame, cette catastrophe, pour changer notre vision, changer ce que nous voulons. Or, nous voulons du localisme économique, nous voulons pouvoir aider nos entreprises, nous voulons pouvoir soutenir nos filières, nous voulons pouvoir être préservés de la concurrence internationale déloyale, c'est-à-dire imposer... C'est plus d'État, c'est ce que vous nous disiez au début, par exemple sur la gestion du manque en termes sanitaires, et tout ça, c'est plus d'État. Mais non, mais c'est pas plus d'État, c'est plus d'intelligence, c'est plus de performance, c'est plus d'efficacité, c'est plus d'intérêt national. C'est ça en réalité. D'ailleurs, c'était la vision de De Gaulle. De Gaulle était évidemment pour la libre économie, mais il considérait que le rôle de l'État, c'était de supporter l'intérêt général, la souveraineté, l'indépendance. Quand il aide Air France, Madame Le Pen, c'est exactement ce que fait le gouvernement. 7 milliards de prêts pour Air France, ça correspond exactement à la logique que vous décrivez. On aide nos grands fleurons. Ce que je souhaiterais, si vous voulez, c'est qu'on ne soit pas dans la logique too big to fail, trop gros pour tomber. Hein. C'est-à-dire qu'on aide massivement les gros et qu'on abandonne les petits. Pourquoi? Parce que ce sont les petits qui créent de l'emploi dans notre pays. Voilà. La plus grande source, le plus grand vivier d'emploi dans notre pays, ce sont les TPE-PME. Or, ces TPE-PME, moi j'avais soumis un certain nombre de dispositifs qui m'apparaissaient plus efficaces que celui choisi par le gouvernement. Bon, il n'a pas été retenu. Ça n'est pas grave. Mais je pense qu'ils doivent être accompagnés au-delà de la date choisie par Mme Pénicaud. Parce qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas reprendre totalement leur activité. Parce que on leur demande, c'est normal d'ailleurs, un certain nombre de consignes de distanciation qui ne leur permet pas de faire revenir tous leurs salariés. Et ceux-là doivent évidemment continuer à être aidés jusqu'au mois d'octobre et peut-être même pour certaines jusqu'à la fin de l'année pour celles qui sont encore empêchées de fonctionner au moment où nous parlons. Quoi qu'il en coûte, tant pis si ça
augmente encore les déficits publics. Quoi qu'il en coûte. Oui, parce que de toute façon, si nous nous retrouvons avec 1 million de chômeurs supplémentaires à la fin de l'année, ça coûtera de toute façon de l'argent à l'État. Donc pour reconstruire, pour mettre en place cette nouvelle vision, encore une fois, ce nouveau modèle économique, nous avons évidemment besoin de nous appuyer sur nos entreprises et sur les Français qui doivent pouvoir conserver leur emploi. Question express. Le grand jury. Question express. À tonalité économique, donc, pour ou contre Marine Le Pen, l'interdiction provisoire des licenciements? Non mais enfin, j'ai jamais été pour cette mesure qui en réalité n'a pas grand sens. Ça c'est une mesure assez simple proposée en général par le Parti communiste, mais qui m'apparaît assez inefficace. En revanche, vous savez, on a réfléchi, nous, on a travaillé déjà. Hein. Alors, attendez, on fait les questions express, Marine Le Pen, après nous dites. Juste 2 secondes. Regardez, on a fait un plan, enfin, nos députés européens, Philippe Olivier et Julie Le Chanteux, par exemple, ont travaillé un plan stratégique pour le transport routier, un plan stratégique pour le tourisme. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre secteur par secteur et travailler ces plans de relance avec les professionnels. Pour le tourisme, le gouvernement vient de le faire. Oui. Donc ils sont dans la bonne voie. En partie. En partie. Je continue sur question express. Pour ou contre Marine Le Pen, un allongement provisoire du temps de travail hebdomadaire? Mais non, mais ça encore une fois, c'est la vieille marotte des ultralibéraux. Les Français ne travailleraient pas assez. Ce sont des feignants. C'est faux. Ceci est faux. Nous avons, grosso modo, le même temps de travail, si on compte le temps de travail complet et le temps de travail partiel, le même temps de travail par semaine que la moyenne européenne, et plus que l'Allemagne d'ailleurs, en l'occurrence. Donc pas de mesure exceptionnelle de cet ordre-là, par exemple un jour férié en moins. Non, mais c'est ça, les vacances en moins, ils vont être obligés de se faire racheter leur RTT, voilà, donc on les a enfermés pendant 2 mois, et puis maintenant qu'ils sont sortis, on va leur dire qu'ils vont aller aux travaux forcés. Bon, non, moi je suis absolument opposé à ces visions-là, qui sont encore une fois des visions portées par des ultralibéraux qui profitent de la crise pour pousser leur agenda. C'est le cas de M. Woerth, c'est le cas d'un certain nombre d'autres personnes comme l'Institut Montaigne. Pour ou contre Marine Le Pen, le rétablissement de l'impôt sur la fortune? De toute façon, j'étais contre sa suppression. Bon, donc vous êtes pour qu'on le remette. Par conséquent, pourquoi ne pas le rétablir? Bruno Le Maire dit que c'est démagogique, que ça représente très peu et que du coup ça découragerait l'investissement. Oui, enfin, ils nous ont déjà vendu cette histoire-là quand ils l'ont supprimée. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont augmenté les impôts en réalité sur l'immobilier. Or, aujourd'hui, les Français, je pense que beaucoup, précisément, sont attachés à avoir un toit sur la tête et à avoir un patrimoine pour pouvoir le transmettre à leurs enfants. Donc, la contrepartie de ce cadeau qui a été fait de la suppression de l'ISF, ça a été l'augmentation de la pression sur les classes moyennes et les classes supérieures. Je ne pense pas que ce soit la bonne décision. Et enfin, pour ou contre le maintien de la révision constitutionnelle avec la réduction du nombre de parlementaires et une part de proportionnelle pour les législatives pour 2022 ? Est-ce qu'il faut maintenir cette révision avec ces 2 mesures-là, Marine Le Pen? Est-ce que c'est l'urgence? Je suis désolé, mais la proportionnelle n'a pas besoin de la révision constitutionnelle. Donc vous le souhaitez? Est-ce que vous le souhaitez que ce soit fait? La proportionnelle doit être mise en œuvre. Évidemment, on ne peut pas continuer à fonctionner dans notre pays, sauf à ne plus, encore une fois, être une démocratie au sens où on l'entend, si des millions de Français ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et si donc les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale ne sont pas représentatives de l'avis des Français sur les différents sujets. On va rester sur les questions politiques. Ce matin, une trentaine de maires de différents partis, PS et les Républicains, réclament dans une tribune que le second tour des municipales ait lieu au mois de juin. À l'inverse, on sait que d'autres élus considèrent que le premier tour ayant eu lieu dans des conditions sanitaires très particulières, il vaudrait mieux tout refaire pour les communes où il n'y a pas eu d'élection dès le premier tour, tout refaire dans ce cas-là à l'automne. Quelle est votre position, juin ou automne? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Je vais vous dire parce que le gouvernement ne nous donne pas les éléments pour pouvoir prendre une décision. D'abord parce que je pense qu'il faut déjà voir comment le déconfinement se déroule. On est quand même juste quelques jours après le déconfinement. Donc envisager déjà d'organiser des élections sans savoir comment se déroule le déconfinement, c'est extrêmement compliqué. Deuxièmement, moi je n'ai entendu aucun engagement du gouvernement pour nous dire si nous organisons le second tour en juin, alors nous ferons donner à l'entrée de chaque bureau de vote un masque par électeur. Alors, les présidents de bureaux et les assesseurs disposeront d'un masque FFP2 qu'ils pourront changer toutes les 4 heures pour éviter
un risque de contamination. Donc, si ces mesures-là sont mises en œuvre et que effectivement le virus circule moins, pourquoi pas? Mais moi, j'aimerais bien que le gouvernement s'avance un tout petit peu plus, plutôt que de chercher à échapper à sa responsabilité en la diluant et en organisant un débat avec un vote, qu'il nous dise précisément quelles sont les mesures qu'il entend mettre en œuvre. Mais vous ne vous y opposeriez pas si jamais ce second tour a lieu le 28 juin, par exemple? Ceci, excusez-moi, je veux bien que vous résumiez ma pensée en oubliant tout ce que je viens de dire, mais non, si l'intégralité des conditions que je viens d'évoquer... Non, mais vous ne dites pas, Marine Le Pen, il faut rejouer 2 tours. Voilà ce que je vous dis. Est-ce que certains disent il faut rejouer 2 tours? S'il faut rejouer 2 tours, alors il faut rejouer toutes les élections. Eh bien, parce que tout à fait évidemment, pardonnez-moi, hein, moi j'ai réclamé avant le premier tour à ce qu'il y ait par exemple une grande campagne d'information pour les procurations, parce que beaucoup de gens avaient peur d'aller voter et on ne leur a pas dit ou rappelé qu'ils pouvaient voter par procuration. Bon, c'est bien dommage parce que je pense que de fait, il y a eu une conséquence de cette abstention massive en partie sur le fonctionnement normal d'une élection municipale. Et au-delà de ce rendez-vous électoral, est-ce que vous souhaitez que le gouvernement prenne une initiative forte, dissolution de l'Assemblée nationale, un référendum? Est-ce que selon vous, on doit avoir une séquence politique complètement nouvelle? C'est-à-dire, le gouvernement est quand même dans une situation un peu compliquée. Il est en train de nous expliquer que tout ce qu'il a fait depuis 3 ans était mauvais, qu'il s'est trompé, et qu'il compte faire exactement l'inverse. Bon, alors encore une fois, je ne sais pas ce qu'on disait, les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites, mais donc ça veut dire qu'il a été élu sur un projet qu'il n'entend pas poursuivre. C'est vrai que tout ça plaiderait normalement, dans une démocratie parfaite, pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais Emmanuel Macron, je pense, ne le fera pas. Mais vous le souhaitez? Si vous pensez, vous dites maintenant c'est le moment peut-être de remettre. Je pense que la succession de crises vécues, la perte de la majorité avec la création d'un nouveau groupe, la perte de la majorité pour le gouvernement, et encore une fois ces annonces de changement de cap, tout cela plaiderait normalement pour qu'on revienne devant les électeurs. C'est l'heure de questions nettes. Le grand jury. Question nette. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Alors cette semaine, la loi contre le harcèlement sur Internet a été votée à l'Assemblée. Donc le Rassemblement national et vous y êtes clairement opposés. Mais les grandes plateformes, les réseaux sociaux, eux seront obligés maintenant de retirer les contenus haineux sous 24 heures. Donc vous souhaiteriez en gros que ces contenus haineux restent en ligne sur Internet ? C'est un des pires reculs concernant la liberté d'expression depuis 200 ans. On privatise la censure, c'est-à-dire qu'on va demander aux plateformes de déterminer ce qu'est ou non un contenu haineux. Et on va pousser des minorités à s'organiser pour pouvoir signaler des contenus qui politiquement leur déplaisent, qui ne sont pas du tout haineux, qui font partie du débat politique, mais qui leur déplaisent. Ils vont saisir les plateformes et comme les plateformes seront condamnées si elles ne retirent pas le contenu en 24 heures, eh bien elles vont anticiper la censure, c'est-à-dire qu'elles enlèveront l'intégralité de ce qui est signalé ou de ce qui peut, dans leur esprit, poser un problème, plutôt que de prendre le risque d'être sanctionné financièrement. C'est terrifiant, je veux dire. C'est terrifiant. Parce que la liberté d'expression, mademoiselle, c'est la liberté précisément de tenir des propos qui choquent, de tenir des propos qui heurtent toute ou une partie de la population, et même de tenir des propos qui peuvent faire peur à toute ou partie de la population. Et c'est pas moi qui le dis, ça n'est pas Marine Le Pen, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui définit ainsi la liberté d'expression. Donc je crois que c'est véritablement un recul terrible, et qu'une fois de plus, ça démontre qu'Emmanuel Macron et sa majorité ont un vrai problème avec les libertés. On a eu le même débat, Marine Le Pen, sur la loi Guesso, interdisant bien évidemment la divulgation de propos antisémites, négationnistes. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça veut dire, c'est dans la même ordre du jeu, qu'il y a une censure? Non mais monsieur, ça n'a strictement rien à voir. Je crois que vous n'avez pas mesuré l'ADN de la loi Avia. Il s'agit d'exclure le juge. C'est ça le problème aussi de la loi Avia. C'est qu'aujourd'hui, le seul qui est capable de vous dire « vous avez dépassé les limites de la liberté d'expression en vertu de la loi », c'est le juge judiciaire. Or là, le juge judiciaire disparaît. C'est-à-dire que ça n'est pas le juge qui décide que la plateforme doit retirer votre propos, c'est la plateforme elle-même qui, par anticipation d'un jugement, dit « il faut je retire votre propos ». Je vous donne un exemple. Je l'ai donné d'ailleurs à l'Assemblée pendant le débat. Quelques secondes. J'ai été poursuivi pour avoir condamné les prières de rue.
J'ai été poursuivi pour provocation à la haine et à la discrimination raciale. 5 ans plus tard, justice fonctionne quand même très lentement, j'ai été relaxé. Est-ce que vous croyez que ce propos n'aurait pas été censuré à la demande d'un certain nombre d'organisations islamistes qui auraient massivement, par exemple, signalé ce propos, signalé ce tweet? Est-ce que vous croyez que j'aurais pu m'exprimer ainsi et diffuser ma pensée si la loi Avia avait été votée à l'époque? La réponse est non. Eh bien, je dis que c'est terrible pour le débat d'idées dans notre pays. Toute dernière question très rapidement sur un tweet, justement. Oui, justement, la déléguée du Rassemblement national du département de la Manche a fait un tweet polémique. La direction de votre parti lui a demandé de supprimer. Est-ce que maintenant, vous demandez qu'elle doit être exclue de votre parti? Je suis même pas au courant de cette affaire. Alors, c'est pas si vous voulez, excusez-moi, mais comme je suis présidente de mon mouvement, il y a en dessous de moi, dans le cadre d'un mouvement bien géré, des gens qui s'occupent de ce genre de choses. Le tweet a été supprimé. Voilà. Et donc il y a des instances. Non, mais madame, il y a des instances dans notre mouvement. Ce sont des instances disciplinaires. Il y a des procédures. Il y a des statuts. Et nous respectons cette affaire. Alors, c'est pas si vous voulez, excusez-moi, mais comme je suis présidente de mon mouvement, il y a en dessous de moi, dans le cadre d'un mouvement bien géré, des gens qui s'occupent de ce genre de choses. Le tweet a été supprimé. Voilà. Et donc il y a des instances. Non, mais madame, il y a des instances dans notre mouvement. Ce sont des instances disciplinaires. Il y a des procédures. Il y a des statuts. Et nous respectons notre propre constitution d'organisation de notre mouvement. Merci Marine Le Pen. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine. À la semaine prochaine.